Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et merci d'être toujours fidèles au grand rendez-vous. Nous espérons que vous allez prendre du plaisir en notre compagnie. Le temps sera-t-il au beau fixe demain? Découvrons-le ensemble avec la météo. Voilà, la carte postale ce soir nous amène à Kéro, dans le département de l'Atakora. Bonsoir aux populations de l'Atakora. Nous espérons que vous êtes nombreux à suivre ce grand rendez-vous. Au menu de cette émission, nous avons 3 rubriques. Une autosuffisance alimentaire passe par une amélioration de la production agricole. Et pour y arriver, il faut associer les producteurs à la base. On en parle dans le monde agricole avec Marcel Betoro et son invité. Il est possible de s'épanouir financièrement tout en étant salarié. Et oui, il est bel et bien possible d'y arriver. L'expert de ce soir, coach de par sa fonction, viendra partager avec vous quelques astuces pour y arriver. Que pensez-vous des compléments alimentaires et des aliments enrichis? Le point sur les vitamines essentielles pour la femme enceinte, c'est tout de suite dans Nature et Bien-être. Rassurez-vous, le grand rendez-vous, c'est aussi le journal et le rendez-vous ne sera pas manqué, n'est-ce pas Nadège Soni? Bonsoir. Bonsoir Agnat Bello. Comment vous allez? Très bien, ce soir et chez vous. Pareil, nous vous laissons nous présenter les titres du 1945. Merci à vous, Agnat Bello. Les femmes autonomes économiquement subviennent aussi aux besoins de leur famille. L'époque où seul l'homme mettait la main à la poche est révolue. Les femmes s'émancipent de jour en jour et participent aussi au développement de leur pays. Le développement des usines de transformation peut pousser le Bénin au développement. Malheureusement, ce secteur ne connaît pas encore un essor dans notre pays. Un ingénieur agronome nous donne plus de détails. Un ouvrage sur les savoirs endogènes sera bientôt lancé au Bénin. Ce recueil est l'œuvre de Gracien Aromenou. Restez avec nous pour le découvrir à 19h45. Nadège Soni, quel menu alléchant nous avons ce soir. On a hâte de vous retrouver à 19h45 pour le menu proprement dit. En attendant, le premier plateau du grand rendez-vous peut s'installer. Nature et Bien-être. Ce soir, dans Nature et Bien-être, nous nous intéressons à l'alimentation de la femme enceinte. Mais avant de recevoir Yasmine Damata et son invité, je vous invite à suivre ce reportage de Peggy Baguidi qui porte sur l'alimentation bio. La malbouffe entraîne des problèmes récurrents que nous connaissons comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, etc. Ce sont entre autres les maladies graves qui gagnent de nos jours du terrain et qui touchent pratiquement toutes les générations. Par ignorance ou par snobisme, nous consommons pour la plupart des produits importés ou en conserve, source d'énormes dégâts de santé.
Pour Dame Irène Michodini, l'une des solutions pour garantir une bonne santé, c'est le bio. En milieu urbain, nous avons tendance à faire du conformisme, à copier ce qui est le made de l'extérieur, c'est-à-dire les produits comme les pâtes alimentaires, les couscous, qui ne nous apportent que de l'énergie. Très peu de Béninois, notamment dans les milieux urbains, sont accros des légumes. Or, ce sont les légumes qui apportent les sources de micronutriments dont nous avons besoin pour renforcer notre système immunitaire, pour avoir le bien-être nécessaire à notre santé durable. Mais j'ai eu la chance de faire des études dans des milieux ruraux où des tendances d'analyse ont révélé que les pauvres mangent plus diversifié que les riches. Ça paraît bizarre, mais ce n'est pas bizarre, puisque les légumes, feuilles et autres sont collectés dans la nature, sont cueillis. Bien que certains consommateurs citadins peinent à réussir leur mode alimentaire, d'autres ont réussi la transition. La santé n'a pas de prix. Il ne faut pas qu'on dise qu'on préfère aller au marché prendre des trucs de jardin avec des engrais et se rendre malade après. Je prends le menthe, le chiayo, le fotete, le goma, le chiayo, les piments. Je prends aussi les carottes, concombres. C'est le même prix qu'au marché. À part le piment que je prends à 800 francs, la corbeille au marché, chez eux, comme c'est bio, et qu'avec le coût, tout ça, là, ils font ça à 1000 francs. Retour aux recettes de grand-mère. Dans ses recherches, elle a découvert plus de 90 recettes du terroir à base des produits naturels. Nos recettes grand-mère et autres, ça mérite d'être diffusé. Et que le citoyen lambda, qu'il soit en milieu urbain ou en milieu rural, puisse valoriser ces recettes locales et mettre ça à la disposition des enfants, puisqu'ils en ont besoin. Certes, se nourrir est l'un des 5 besoins fondamentaux de l'homme, mais il ne sert à rien de mal s'alimenter pour mal finir. Voilà, mal s'alimenter, ce n'est pas du tout conseillé, surtout pas pour une femme enceinte. Yasmine Damata nous dit tout sur l'alimentation de la femme enceinte sur ce plateau. Yasmine Damata, bonsoir. Bonsoir Agnès Bello, amis téléspectateurs, bonsoir. Docteur Sonon, bonsoir. Bonsoir mesdames. Avec vous, la semaine dernière, nous avons parlé de l'alimentation de la femme enceinte, de l'importance du fer folding pour la femme enceinte. Cette semaine, nous parlons de l'alimentation de la femme enceinte également, mais cette fois-ci, l'importance de la vitamine pour la femme enceinte. Déjà, nous avons catégorisé au moins 13 vitamines pour la femme enceinte. Ces 13 sont-elles essentielles pour la femme ou faut-il juste un seul pour la femme enceinte? Merci beaucoup. Effectivement, comme l'autre fois, nous avons abordé l'alimentation de la femme enceinte, parce qu'on a estimé qu'elle constitue une cible particulière, étant entendu qu'elle ne s'alimente pas seulement pour elle. Elle s'alimente également pour l'enfant qu'elle porte. Elle mange pour deux, comme on le dit. Elle mange pour deux, sinon même plusieurs. Et ceci nous amène à mettre l'accent sur la particularité de cette alimentation. Je crois que nous avons commencé. Et pour le faire, pour mieux décortiquer, c'est important de savoir que la grossesse évolue et est classifiée classiquement, en 3 phases, si vous voulez. Nous parlons de trimestre. Oui. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, c'est-à-dire le premier trimestre qui va depuis la conception jusqu'à 3 mois, c'est une période où l'alimentation doit être adaptée parce que la mère, en ce moment, avec les troubles sympathiques de la grossesse, peut avoir quelques difficultés digestives. Donc, il va falloir mettre l'accent sur vraiment la qualité de l'alimentation qu'elle va prendre. Mais une fois passée cette étape, il faut que la femme s'alimente normalement et pourquoi pas dépasser son régime qu'elle avait si elle n'avait pas d'enfant. Et classiquement, il est dit, même au deuxième trimestre, que dans son plat, c'est-à-dire dans son apport alimentaire journalier, dans son apport alimentaire journalier, oui, elle doit avoir un excédent d'au moins 340 kilocalories en moyenne. D'accord. Qu'en est-il des vitamines? Voilà, c'est là où je voudrais arriver. On va revenir après sur les aliments. Hein, c'est la même chose, c'est-à-dire avec cet excès de kilocalories, c'est également la même chose qui va se passer avec les vitamines et les minéraux. Je crois qu'on en a apporté un peu les minéraux l'autre fois, mais pour ce qui concerne la vitamine, c'est également la même chose. C'est vrai, il y a 13, sinon même au-delà.
parce que la science évolue. Mais les traits sont les plus communément connus de tout le monde, ça. et là, ça passe de commentaires. Il faut dire que les traits sont utiles, mais pas au même titre. D'accord. Tout au long des 9 mois ou bien sûr en fonction du... C'est là où je vais arriver. Si nous prenons par exemple le premier trimestre, Oui. je l'avais dit l'autre fois, vous devez tout faire pour privilégier par exemple la vitamine B9, qui est très, très important, qui joue plusieurs rôles. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Il y a la vitamine B12 également, qui a beaucoup plus d'importance vers la fin du premier trimestre et tout au long du reste du temps. Est-ce que vous voyez? Et quand vous évoluez, il y a les autres formes de vitamines, par exemple la vitamine D, qui lui permet donc une bonne fixation du fer, du calcium. La vitamine D, c'est à partir de quel trimestre déjà? Déjà à partir du dernier trimestre, au moment où les organes ont commencé à se mettre en place, et il va commencer par les organes du bébé. Démarrer ça. Oui, du bébé. Bon, nous parlons du bébé, hein, parce que la maman, elle n'a pas grand-chose. Oui, mais quelle est la vitamine qui aide aussi la femme à mieux se porter? Parce qu'on sait tous que pendant la grossesse, la femme enceinte, elle est sensible à plusieurs maladies et tout ça. Est-ce qu'il y a des vitamines particulières qu'il faut prendre pour se renforcer? Absolument. Vous savez, ce n'est pas seulement les vitamines qui assurent à la femme le potentiel nécessaire pour se protéger, mais on met l'accent sur la vitamine parce que c'est un élément essentiel pour le métabolisme et le fonctionnement des organes. Et à ce niveau, nous avons déjà commencé par la vitamine D également. Il y a des B9, B12. Oui, les B12, on en a parlé, mais il y a la vitamine C. D'accord. On n'en parle pas assez, mais c'est très important parce que c'est ça qui va permettre à la femme donc d'avoir un fonctionnement normal et plus raffiné donc de ses organes et préparer la suite jusqu'à l'accouement. Docteur, puisqu'on a le temps, on n'a pas assez de temps, on va revenir sur un plateau où on pourra mieux développer. Mais dites-nous déjà, dans quel aliment on peut avoir ces vitamines? Vous avez parlé de la vitamine B9, B12, vitamine C, mais dans quels aliments on peut les avoir? Très bien. Si je prends par exemple la vitamine B12 dont je viens de parler, vous savez, c'est une vitamine qui est apportée essentiellement par les aliments d'origine végétale. D'accord. C'est ça qui fait que généralement chez les femmes végétariennes, il est conseillé même de faire un apport en vitamine B12 chez ces femmes. Alors, si nous prenons par exemple la vitamine C, ça beaucoup en savent. La vitamine C, la source la plus importante, en tête que nous le connaissons, c'est les fruits, notamment de l'orange. Il y a notre citron qui est concentré de vitamine C que vous pouvez prendre, diluer pour quand même profiter donc de ce potentiel. Si nous prenons par exemple la vitamine A, on n'en a pas parlé, mais c'est important. Hein, c'est très important. La vitamine A, c'est déjà le premier trimestre, ça doit être modéré parce que la vitamine A, en excès au premier trimestre, ça peut avoir un risque tératogène. Mais passer ce cap, la vitamine A est très essentielle. Beaucoup plus essentielle parce que ça va encore renforcer l'immunité de la femme, étant entendu que cette femme étant enceinte, l'immunité est un peu baissée. Donc il faut quand même des nutriments adéquats pour pouvoir renforcer, lui permettre donc de tenir le cap, comme pour pouvoir vraiment conduire cette grossesse jusqu'à terme. Et cette vitamine A, nous pouvons l'avoir beaucoup plus dans les aliments tels que les carottes, tout ce qui est fruits jaunes. C'est souvent lié à la peau du bébé, c'est ça? La vitamine A. Généralement, on dit de manger beaucoup de carottes parce que la peau, le bébé a pour qu'elle ait une belle peau. Voilà. Surtout si elle est une fille, en fait. On sait que la vitamine A et la vitamine E interviennent beaucoup pour raffermir la peau. C'est important, mais dans le cas précis, elle en a besoin surtout pour préparer d'abord son état immunitaire renforcé, mais préparer l'enfant à disposer les ingrédients qu'il lui faut pour que lorsqu'il sera dans la vie active, il fabrique lui-même sa propre immunité. D'accord. Docteur, moi, je voudrais aller encore plus loin. Quelle est la vitamine qui aide la maman pour l'allaitement, pour renforcer le lait maternel quand le bébé sera là? La vitamine A en tête, de pompe. Très là, important. on est déjà après l'accouchement. Et ça continue, et même après l'accouchement, la femme allaitante doit s'alimenter suffisamment en vitamine A pour que ça puisse passer dans le lait et que l'enfant puisse profiter. Alors, en dehors de cette vitamine, je parlais de la vitamine D. Et je parlais entre autres, vers le fin du troisième trimestre. Ça, on n'en a pas parlé. Au troisième trimestre, nous mettons aussi l'accent sur la vitamine K, qui
d'une manière ou d'une autre, n'est pas suffisamment absorbé par l'enfant. C'est ça qui fait que parfois même, on est amené à apporter par injection, parmi les soins que nous faisons aux enfants à la naissance, la vitamine K1. Donc, la vitamine K est utile pour la femme vers la fin du trimestre pour préparer donc l'enfant à mieux assurer tout ça, les vitamines A, la vitamine A, la vitamine B, B12. Mais est-ce qu'elles ne font pas prendre du poids également à la femme enceinte? Évidemment, quand on parle de vitamines... Est-ce que la femme enceinte doit craindre de prendre du poids, Yasmine Damata? Absolument. Parfois, oui. D'abord, la femme enceinte va craindre comme toute autre personne, parce que surtout chez elle, si elle prend du poids, ça ne s'arrête pas seulement à elle-même, ça ira jusqu'au niveau de l'enfant qui va prendre du poids et il va faire ce que nous appelons une macrosomie, c'est-à-dire l'enfant va avoir un gros poids. Et pour l'accouchement, on sait, mais ce n'est pas seulement l'accouchement. Après l'accouchement, cet enfant est à risque de l'hypoglycémie, à risque de décès subite. Donc, on doit tout faire pour éviter que l'enfant puisse avoir un poids excessif depuis la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et ça, la femme a intérêt à le faire. Et pour le faire, c'est de veiller au principe directeur de l'alimentation, alimentation équilibrée, diversifiée et variée. Et surtout boire beaucoup d'eau. Boire aussi d'eau. Évidemment, on en a besoin, boire d'eau, mais c'est beaucoup plus en mettant l'accent sur l'équilibre. Il ne faut pas vraiment déséquilibrer, apporter plus des aliments énergétiques, les lipides pour vraiment avoir... Docteur Sonon, il nous reste 30 secondes, je ne sais pas si c'est possible. Oui. On parle souvent des vitamines. Est-ce qu'on peut les apporter directement en complément alimentaire? Il y a plein de compléments alimentaires aujourd'hui maintenant. Oui. Est-ce qu'au lieu de prendre les fruits directement ou les légumes, on peut les prendre en complément? Je ne vous mâche pas sur les mots, mais juste que je voudrais qu'on revienne sur les compléments alimentaires. D'accord. Puisque le temps est également parti. On prend rendez-vous alors? Oui, on prend rendez-vous. Déjà, on dit à nos téléspectateurs, surtout les femmes enceintes, de voir de contrôler leur alimentation, de manger équilibré et sain. Plus de vitamines. Plus de vitamines. Et ça, c'est beaucoup plus aimer la nature, les feuilles, les sétales. Surtout les fruits. Les fruits. Sans fruits et légumes par jour. Voilà. On ne finit pas d'apprendre. On sait très bien que la femme enceinte a besoin de bien s'alimenter. Yasmine Damata, elle a plein d'astuces à partager avec vous, mesdames et messieurs. Ne vous inquiétez pas. Elle revient encore sur les compléments alimentaires. On aura une autre occasion donc d'en parler. En attendant, on passe à une autre rubrique, l'expert. Voilà, ce soir avec l'expert, on s'intéresse aux salariés qui n'a pas rêvé d'avoir des fins de mois beaucoup plus faciles. Eh bien, c'est possible, on nous le dit. Il y a des astuces pour être épanoui financièrement, des astuces que nous allons partager avec vous sur ce plateau avec Jérôme Popola. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes coach motivateur et avec vous, ce soir, on s'intéresse aux astuces pour être épanoui financièrement. Avant tout, je me demande, est-ce que tous les salariés sont concernés par cette astuce? Naturellement, tous les salariés d'une entreprise, que ce soit un poste de responsabilité où on est hautement payé ou à un poste relativement moins payé, tout individu qui, dans une entreprise, perçoit un revenu, doit naturellement apprendre à gérer son argent. Y compris même déjà, depuis le cours primaire, on doit apprendre à gérer l'argent. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend naturellement à l'école. D'accord. Donc, peu importe votre salaire, vous êtes concerné par ces astuces. Naturellement. Alors, déjà, est-ce que vous y croyez en tant que coach motivateur? Est-ce que c'est possible pour un salarié d'être épanoui financièrement? Merci beaucoup, madame Bello. Il est important de savoir que il est rare qu'on se lève, qu'on se pose ce genre de questions. Quand vous voyez quelqu'un travailler, déjà même au niveau de la prétention salariale, quand il se pose la question de savoir combien je vais gagner, sûrement on réfléchit, on met dedans le loyer, etc., le déplacement pour donner la prétention salariale. Mais on est très vite rattrapé par la réalité qui est que, au fur et à mesure qu'on reçoit de l'argent, en fait, le niveau de vie s'ajuste et on remarque en fait que l'argent que l'on reçoit ne nous suffit plus. Et on rentre dans un cercle vicieux. On n'en a jamais assez. On n'en a jamais assez. Et on rentre dans un cercle vicieux qui veut qu'on cherche chaque fois une nouvelle promotion pour augmenter nos revenus, etc. Et ça va vraiment, je vous assure, même si aujourd'hui vous quittez un salaire de 50 000 et que vous venez à 200 000 demain, vous remarquez après quelques mois, après avoir pris 200 000, que l'argent ne vous suffit plus. Donc il est important de pouvoir savoir et comprendre aujourd'hui que ce n'est pas l'argent que l'on gagne qui est important, mais c'est ce que l'on en fait qui fait qu'on est satisfait ou épanoui par son revenu. J'aime bien cette phrase, je veux bien que vous la répétez pour les téléspectateurs. Ce n'est pas l'argent qu'on gagne qui est important, mais c'est ce qu'on en fait qui fait qu'on est épanoui. Qui fait qu'on est épanoui. Alors, comment s'épanouir avec son salaire? Merci beaucoup. Déjà, il est important de façon générale, parce que peu de personnes le font,
se fixer déjà, il est important de se fixer un objectif général pour l'année, par exemple, en termes d'objectif d'épargne. D'accord. Il est très important d'avoir cela en tête. Un objectif général ou des objectifs spécifiques? Déjà, de façon générale, voilà, de façon générale, déjà se fixer en termes d'épargne, par exemple, cette année, je veux mettre de côté peut-être 10% ou 20% peut-être de mon salaire, ou 30% peut-être au cours de l'année. Et avoir déjà un montant fixe, à l'avance se dit par exemple, peut-être c'est 200 000, ça va faire, peut-être c'est 600 000, peut-être c'est 1 million, c'est 2 millions, et le fixer quelque part. Ça vous amène déjà à vous remettre en cause dès que vous recevez votre salaire par rapport à ce que vous voulez en faire. Autre chose également, il est capital de se fixer un budget. Peu de personnes se fixent des budgets individuels. On a l'impression que les budgets se fixent au niveau du gouvernement ou au niveau des entreprises, mais ça commence d'abord au niveau individuel. Le budget aussi peut être personnel. Il faut avoir un budget personnel, parce que peu de personnes se fixent. Un budget sur l'année? Un budget, non, un budget personnel mensuel. Mensuel, voilà, se dit par exemple, voilà mes charges fixes, et par rapport aux charges fixes, je décide d'utiliser peut-être 50%, 60% de mon revenu par rapport à ces charges fixes-là. Parce que quand on ne se pose pas cette question-là, il y a des imprévus qui viennent. Une maladie ou un décès dans la famille ou une contribution peut-être à donner à un frère ou à quelqu'un qui vient vous surprendre. Ça fait que comme vous n'avez pas un budget, vous êtes tout le temps en train de... Vous éparpillez. Voilà, vous éparpillez. Le nouveau pain qui est venu, vous le faire. La nouvelle cotisation pour, je ne sais pas quoi, acheter une télévision. On est dedans, etc. Parce qu'on n'a pas un budget. Et également par rapport à ce budget-là, il faut pouvoir se mettre la pression et avoir une fiche de notation. Une fiche de notation. Une fiche de notation qui fait que par rapport au budget, chaque chose, chaque est-ce que ce n'est pas contraignant? Oui, justement. C'est en cela que je disais au début que ce n'est pas la quantité d'argent que l'on gagne, mais c'est ce que l'on en fait. C'est cette contrainte-là et cette discipline que l'on s'impose à soi-même qui fait que l'on est épanoui par rapport à l'argent que l'on gagne. Et il ne s'agira pas, quand on voit le terme de l'épanouissement au niveau du salaire, de se voir être en train d'avoir une augmentation du salaire, non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'être naturellement heureux avec ce que l'on a, en espérant que le meilleur viendra. Et ça n'est pas également au point de vue psychologique. Beaucoup d'employeurs aujourd'hui, je vous assure, recommandent des formations sur la gestion financière à leurs employés. Parce qu'ils ont remarqué qu'un employé qui a perçu son argent peut-être à la fin du mois, déjà la date 10, son argent est fini, et il commence déjà par avoir à gauche et à droite des dettes afin de pouvoir continuer à venir au boulot. Il est prêt au boulot, mais il est pensif. Oui, il est stressé. Il est stressé, il est inquiet, et ça a un impact également sur la performance des entreprises. Et pour d'autres personnes, peut-être parce que le salaire qu'ils reçoivent ne les suffit pas, ils ont chaque fois peut-être des idées en guillemets qui ne sont pas forcément orthodoxes, voilà, de compléments d'argent qui font que peut-être ils essayent d'être corrompus ou de trouver des moyens détournés pour se faire de l'argent dans l'entreprise indirectement. Oui. Monsieur Poko, là, revenons un peu aux astuces. Si on s'y tient et on se comprend, la première étape déjà, c'est de savoir qu'il faut se contenter de ce qu'on a et définir ses priorités. Alors, on définit l'objectif, on fait un budget mensuel et après ce budget mensuel... Voilà, après avoir fait ce budget mensuel, il faut se fixer également, il faut avoir une fiche, je disais, il faut avoir une fiche pour chaque fois noter les dépenses qui sortent. Et se réajuster au fur et à mesure. Oui, se réajuster, mais surtout pouvoir faire le bilan. Mais qu'est-ce qu'on fait des imprévus quand on fait le budget? Ou bien dans le budget aussi, il faut prévoir les imprévus? Non, on va en parler tout à l'heure. Déjà, il est important de commencer par faire une fiche sur laquelle on inscrit toutes sortes de dépenses. De la plus petite dépense insignifiante, comme par exemple donner 100 francs à un gars de vélo. D'accord. À la plus grande des dépenses que vous pourriez faire. Il est très important tout doit être noté. Journalière, d'avoir un petit carnet où on commence par prendre des notes. Ça vous permet en fait de savoir quoi? De vous poser la question de savoir après une semaine où est-ce que mon argent est parti. Parce que vous allez voir souvent des gens... C'est vrai, on se le demande. Oui, on se demande. Voilà. On a même l'impression qu'il y a un génie qui est passé dans notre porte-monnaie. Voilà, c'est ce qui se passe. La plupart du temps, les gens se plaignent que leur argent ne leur suffit pas. Mais quand vous leur demandez c'est passé par où l'argent, ils sont incapables de répondre parce qu'ils n'ont pas justement ces outils-là qui leur permettent de mettre en place. Donc il faut noter tout ce qu'on dépense. Tout, exactement, tout, de A à Z. Rien du tout. Même le don qu'on a fait, il faut le noter quelque part. Voilà. Et ça vous permet de faire un bilan journalier ou hebdomadaire à la fin de la semaine pour savoir où est-ce que l'argent est parti. Ça vous permet on vient à l'autre aspect, de réajuster le budget. Donc si par exemple on devait dépenser pour une semaine peut-être 20 000, on est allé peut-être à 30 000 déjà. Ça veut dire que la semaine qui suit, il va falloir baisser un peu le niveau de vie. Pour tenir dans le mois, voilà. Oui, mais il y a des postes qui vont aussi avec certaines dépenses. Le prestige, comme on le dit. Voilà. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Merci beaucoup. C'est comme quelqu'un qui est collaborateur qui devient DG, vous n'allez pas lui demander de maintenir le même train de vie. Je vais vous expliquer, vous savez, il y a très peu de personnes qui comprennent
Et ça rentre également dans cet aspect-là. C'est une astuce également qu'il faut comprendre. C'est ce qu'on appelle le politiquement correct. D'accord. Le politiquement correct, c'est de vouloir faire les choses parce que la société veut qu'on le fasse. On est promu maintenant à un poste de responsabilité, on doit changer son véhicule. Et on doit changer également son lieu d'habitation, etc., etc. C'est bien beau. Mais entre ce que vous faites maintenant et ce que vous faites peut-être dans 20 ans ou 30 ans, il y a vraiment un écart et un impact également. Quand on veut être vraiment épanoui avec ce que l'on gagne, il faut toujours se poser la question de savoir quel est l'impact de ce que je fais maintenant dans le moyen long terme. C'est surtout dans cet objectif qu'il faut fonctionner. Pas dans le court terme, parce qu'on veut être politiquement correct, mais se poser la question de savoir ce que je fais maintenant, quel est l'impact que cela aura dans 10 ans ou dans 15 ans, sur, je vais dire, l'impact financier que cela aura sur ma vie financière de façon générale. Et également, faire vraiment cette nuance-là et travailler sur soi afin de ne pas prêter attention un peu à ce que les gens diront de vous. Et faire vraiment attention à tout ce qui est important et urgent. Parce que c'est vraiment des astuces également, comprendre et faire la nuance entre ce qui est important et urgent. Par exemple, on vient d'être promu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un poste de responsabilité. Vous avez des gens qui vous visitent. On veut vraiment montrer qu'on est passé à un nouveau galon. On veut changer sa télévision et prendre une télévision plus grande, prendre des frigos plus grands, etc. C'est important. Mais est-ce que on est toujours dans le politiquement correct. Voilà, politiquement correct. Est-ce que c'est urgent? D'accord. C'est pas urgent. Il faut définir les priorités. Les priorités, voilà. Et les priorités ne changent pas forcément avec le changement de poste. C'est la pire des erreurs à faire. Et malheureusement, beaucoup de gens le font parce qu'on ne nous apprend pas ça. On le fait naturellement, mais ce n'est pas normal. C'est naturel, mais ce n'est pas normal. Vouloir paraître, alors qu'à l'intérieur. Vous savez, j'ai eu récemment un cas de quelqu'un qui, son salaire passé de 100 000, je pense à 175 000 ou 200 000. Vous savez ce qu'il a fait? Automatiquement, il a contracté une dette de 3 500 000 pour s'acheter un véhicule. Parce qu'il roulait en moto avant. Bon, dehors, en apparence, tout va bien. Mais dedans, il vient de se créer des problèmes. Ce qui fait qu'en réalité, son revenu ne va plus lui suffire puisqu'il a cet engagement-là qui est là. Et parce que simplement, il n'a pas cette information-là qui est telle que le politiquement correct a pris le dessus sur sa réalité. D'accord. Donc, il y a tout cela qui fait que généralement, des gens font des erreurs et qui font que leur salaire ne les suffise pas et ils pensent tout le temps à vouloir augmenter le salaire. Alors qu'en réalité, ce n'est pas là le véritable défi. Le véritable défi, c'est ce que l'on fait avec l'argent que l'on gagne. D'accord. On se tient au budget. Oui. Mais je vous dis, on fait quoi des imprévus? Voilà. Par rapport aux imprévus, c'est vrai. Ça peut arriver qu'il y ait des imprévus. Oui. Je vais recommander qu'on puisse, si possible, mettre peut-être 10%, s'il le faut. 10%. Au niveau du budget déjà de l'établissement? Voilà, au niveau de l'établissement, pour qu'en cas d'imprévu, puisse avoir. Mais il y a quelque chose qui est important de savoir. Moi, je recommande toujours d'avoir 3 comptes aux gens. 3 comptes? 3 comptes. Dans la même banque ou bien on diversifie? Dans diverses banques, si vous voulez, d'avoir 3 comptes. Pourquoi? Il y a un compte dans lequel vous faites les dépôts pour les dépenses courantes. Parce qu'il ne faut pas garder soit de l'argent pour être tenté. Parce que c'est également de la tentation de garder de l'argent ce soir. Tout le temps, on est là, on a envie de dépenser. Donc, le mettre quelque part qui fait que quand vous avez des dépenses, vous en avez pour ça, c'est une belle astuce. Hein? Oui. Il ne faut pas garder sur soi de l'argent. L'argent vous appelle à le dépenser. Oui. Je connais couple dans ce cas, j'ai recommandé au monsieur de confier peut-être l'argent qu'il a à sa femme. Et il est redevenu comme un petit enfant qui, avant de partir au boulot, vient demander... mais quand c'est la femme qui dépense, elle confie son argent à son mari. Mais c'est comme ça, je vous assure. Et il est redevenu comme un petit enfant qui, le matin, avant d'aller au boulot, se présente auprès de sa femme pour prendre l'argent de la journée. Pour des raisons de discipline. Parce qu'il dit, quand j'en garde sur moi, je ne sais pas comment je dépense. À midi, pendant la pause, j'invite des gens, on mange, on boit de la bière, on fait tout. D'où, il faut parfois également prévoir de mettre de l'argent peut-être... Donc chacun doit trouver son astuce pour s'en sortir. Ou le mettre à la banque. Autre également, le deuxième compte permettra de mettre de l'argent pour des cas imprévus, les 10% ou les 20%. Les 10% ou 20% pour les imprévus. Et le troisième compte, c'est pour l'épargne dans l'intention de le faire fructifier et de l'investir. Être épanoui avec l'argent que l'on gagne, c'est réfléchir sur comment faire fructifier cet argent-là, aussi petit qu'il soit. Ne serait-ce que le fait de mettre 5 000 francs de côté par mois ou 10 000 francs de côté par mois, ça fait 120 000 francs l'année. 120 000 francs l'année, c'est de l'argent mis de côté dans l'intention de trouver dans quoi investir. Ce qu'il y a de magique dedans, c'est qu'au fur et à mesure que vous faites ce genre de travail, je vous assure, votre revenu au niveau du salaire ne vous intéresse plus parce que vous commencez d'abord à réfléchir sur d'autres portes.
Ça vous permet au fur et à mesure de commencer par avoir des revenus indépendamment du travail que vous faites. Indépendamment de votre salaire. De votre salaire. Ce qui fait que qu'il y ait une promotion tout de suite ou pas, bon, rien ne change tellement. Il n'y a pas d'impact direct. Et vous n'êtes pas menacé par la perte de votre emploi parce que vous savez que vous avez d'autres revenus et vous stressez moins et vous êtes beaucoup plus dans le travail que vous faites. Et votre responsable est beaucoup plus fier de vous. Maintenant, s'il y a une promotion qui venait, tant mieux. Vous appliquez la même astuce, mais en sachant que les récompenses viendront après. Donc, il ne faut surtout pas s'attendre aux récompenses imminentes. D'ailleurs, il faut les craindre, hein, les récompenses imminentes. Ok, oui. Non, vous pouvez y aller, 30 secondes. Si j'ai à donner 30 secondes à Jérôme pour conclure. Je dirais tout simplement qu'il faut savoir se donner à son travail, mais surtout savoir également gérer son argent. Merci Jérôme Popola, on a tout compris. Hein. Pour vous, le plus important, c'est de savoir utiliser son argent. Le plus important, ce n'est pas combien on gagne, c'est plutôt comment on le gère. Nous espérons que vous avez appris avec nous comment davantage gérer votre salaire et être épanoui financièrement tout en étant salarié. Bon, en attendant, on passe voir Marcel. Marcel Betoro, c'est dans le monde agricole. Voilà le monde agricole ce soir avec Marcel Betoro. Mais avant, je vous invite à suivre ce commentaire. Aujourd'hui, le niveau le plus crucial sur lequel il faut agir, c'est le maillon de la production. Parce que actuellement, la demande par rapport au marché, le marché exige une qualité donnée, le marché exige une quantité donnée, des questions de variété. Donc au niveau du maillon production, des questions de renforcement de capacité, ce serait à ce niveau. Et si le niveau production, le maillon production est vraiment résolu, que ce soit l'amont de la production ou l'aval de la production, les questions se seront vraiment résolues. Il faut des séries de renforcement de capacité. Aujourd'hui, pour répondre à une obligation de transformation de la tomate, il faut que le producteur puisse répondre à la quantité et à la qualité. Donc il faut travailler sur les itinéraires techniques de la production, la pratique et la maîtrise des itinéraires techniques de la production, la gestion des nuisibles, des maladies. Au niveau du maillon de la production maraîchère, par exemple, la reconnaissance et la gestion des ravageurs, la pratique même en termes du respect des itinéraires techniques, l'utilisation des produits bio, l'utilisation mais la réduction complète des pesticides chimiques, tout ça qui endommage et qui amplifie les questions de changement climatique. Le producteur lui-même a besoin d'être investi. Le producteur lui-même a besoin d'être motivé. Le producteur lui-même a besoin vraiment d'être engagé. Puis s'il n'est pas engagé, s'il ne s'investit pas à mettre en pratique les séries de renforcement, c'est-à-dire à mettre en pratique les formations, les renforcements reçus, ça ne servira à rien. Voilà, c'était donc sur des propos recueillis par Marcel Betoro. Marcel Betoro qu'on retrouve en plateau, mais elle n'est pas seule. Elle sera avec un visage que vous connaissez très bien sur le grand rendez-vous à Soumgaba. Oui, bonsoir Ania Tonifale Bello, bonsoir chers téléspectateurs. Vous n'oubliez jamais, non. Vous n'oubliez jamais cette série de noms-là. Non. Ce qui est sûr, c'est toujours un plaisir d'être avec vous aujourd'hui sur ce plateau. On a notre petit décryptage, c'est-à-dire ce soir, on discute à bâton rompu, on parle de la production agricole. Marcel Betoro. Bonsoir Ania Bello, je fais comme Assion. Bonsoir amis téléspectateurs. Alors, ce soir, comme vous l'avez si bien dit, c'est à bâton rompu et nous allons apprécier le rendement au niveau de la production agricole béninoise. Est-ce que nos producteurs agricoles arrivent-ils à satisfaire la demande sur le marché, que ce soit de transformation agroalimentaire ou de consommation? Tout simplement, nous allons essayer de voir un peu ce que font déjà ces producteurs et ce qui a lieu d'apporter encore pour améliorer leur rendement. Mais déjà, j'aurais aimé qu'on ait un invité. Malheureusement, M. Ayena Boniface, qui devait être là, n'a pas pu pour des raisons liées à sa profession. On revient sur ces raisons. Mais non, ce que je veux dire, voilà, avec vous déjà, j'aimerais qu'on puisse... il est bien de dire qu'il faut créer des usines
qu'il faut transformer les produits agroalimentaires, qu'il faut veiller quand même à motiver davantage les gens pour la consommation locale. Mais est-ce que nous disposons de la matière première nécessaire pour quand même faire marcher tout ce système? Parce que c'est un ensemble. Vous voyez, Machel Batoro, oui. Parce que je vous coupe la parole, est-ce que vous dites est tellement intéressant? On a la chance d'avoir Assome Gaba qui a toujours défendu le consommation local. Mais je lui dis toujours, est-ce que nous en avons assez pour nous suffire? Je veux bien vous écouter dessus. Bon, c'est vrai que depuis que je suis béninois et que je commence pas à je dirais, scruter ce milieu du consommation local, je constate que de plus en plus les producteurs béninois font beaucoup plus d'efforts pour satisfaire la demande en produits agricoles. Ici, les transformateurs également font également de leur mieux pour satisfaire les consommateurs finaux. Ben, le problème, c'est que ça manque en matière de qualité et de quantité. D'accord. Qualité et quantité. Quantité et qualité. Il n'y en a pas pour tout le monde. Non, il n'y en a pas pour tout le monde, c'est vrai. Vous constatez que ces produits-là qui viennent de l'extérieur viennent avec... oui, viennent compléter même également de la concurrence aux produits agricoles béninois. Pourquoi? Parce qu'on dit en réalité que ça manque un peu de qualité, ça manque de... La qualité, c'est sur le point des produits que nous utilisons, les intrants qu'on utilise. Il y a trop de produits chimiques, c'est vrai. Et ça fait que bon, les producteurs pensent qu'en utilisant ces produits-là, en utilisant plus d'engrais, on va produire davantage et qu'on va pouvoir vendre sur le marché. Mais la qualité n'y est plus forcément. La qualité n'y est plus forcément et du coup, ils ont des produits qui sont sous les bras, ils n'arrivent pas à vendre. Pas de marché d'écoulement. Tout ça parce qu'on ne s'informe pas des besoins du marché, les exigences du marché avant donc de produire. Moi, je reviens un peu en arrière pour donner quelques chiffres. Par exemple, vous voyez, quand je prends le cas du maïs, la production annuelle de cette année, de l'année 2014 du moins, excusez, dit que nous avons jusqu'à 1 300 000 tonnes en 2014. Mais contrairement à en 2017, il y a une avancée déjà à ce niveau. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche nous informe que nous avons eu 10% d'amélioration. Mais ça ne veut pas dire que les producteurs ne produisent pas, mais seulement qu'on est en train de dire que la quantité qu'ils produisent n'est pas suffisante quand même pour répondre à la demande du marché. D'accord. Si vous permettez, Machel Batoro, Assome Gaba a dépassé un peu le problème de quantité, mais on est content d'avoir ces chiffres. Ça prouve que les producteurs essaient quand même d'améliorer à chaque fois la quantité au niveau de la production, mais la quantité n'est pas seulement... Justement, j'allais en venir parce que c'est deux choses. Il y a la quantité, il y a la qualité aussi. Oui. Parce que même si vous produisez la qualité, qu'il n'y a pas la quantité, les usines agroalimentaires, le système de transformation ne peut pas marcher. Donc, c'est un ensemble. Et quand, dans cette chaîne-là, il y a un maillon qui ne marche pas, c'est que ça agit sur l'ensemble de la chaîne. Et je rejoins toujours Assome qui dit qu'au Bénin, ici, par exemple, il y a ce problème de concurrence déloyale. Bon, je ne vais pas dire déloyale. Oui, vous avez reçu quand même un invité ici qui en a parlé. On a pu le voir, si vous voulez. Non, ne vous inquiétez pas, on vous écoute. D'accord, on a pu constater qu'il y a quand même cette concurrence sur le marché au niveau des produits agricoles. Et c'est souvent les produits importés qui sont plus appréciés de nos consommateurs. Et ce n'est pas forcément lié au fait que les producteurs ne travaillent pas. D'accord, c'est peut-être la qualité. D'accord. Alors, on en revient toujours à la qualité. Vous avez parlé de l'exigence tout à l'heure. Oui, j'ai parlé de l'exigence du marché pour un peu compléter ce que Machel a dit. En matière, bien sûr, de production du maïs, elle a dit que chaque année, les producteurs font des efforts pour essayer d'augmenter le rendement. Oui. Ce qui est réel, puisque... je pense qu'il y a deux ans, le Bénin a eu un surplus de production de maïs. Et il y en a on a eu des pertes aussi, puisqu'on n'a pas pu les conserver. On n'a pas pu les conserver, il y a eu des pertes, on en a vendu même à l'extérieur. Du coup, le Bénin est reconnu sur le point agricole par sa production en maïs. En réalité, c'est ce qui a même motivé la création du Centre national des semences liées bien sûr au maïs, où on a pu
désigner le Bénin comme le pays qui va représenter la production du maïs dans la sous-région. Mais ce qui serait vraiment bien que les Béninois, les producteurs béninois fassent, c'est de pouvoir intégrer les techniques agricoles qui en même temps leur garantissent la qualité et en même temps la quantité. Et évite les pertes pour ces récoltes. Vous aurez la parole. Et ça, c'est surtout la production durable, c'est-à-dire utiliser les engrais naturels pour permettre à la terre de pouvoir donner D'accord. Assem Gaba, je suis sûr que tous les producteurs ne seront pas d'accord avec vous parce que pour certains, les engrais naturels ont déjà montré leurs limites. Avec les engrais naturels, on ne peut pas en avoir. Ça rend la terre paresseuse. Ça rend la terre paresseuse. Du coup, la terre ne donne plus. C'est-à-dire vous rendez la terre complètement infertile. Et du coup, après 2-3 ans, vous n'arrivez plus à avoir le rendement qu'il faut. Moi, je pense que c'est le vrai problème qui se pose. Vous voyez, il ne faut pas limiter. Est-ce qu'on peut parler déjà des engrais? On vous écoute après. Oui, avant de parler. Tout ça, ça s'inscrit dans le système de renforcement de capacité des agriculteurs. Parce qu'il ne faut pas seulement dire, OK, d'accord, on a expérimenté tel, c'est bon. Chacun ne doit pas décider de ce point. Il faut expérimenter tout ce qu'il va. Tout ce qui va avec votre secteur pour voir quoi retenir afin d'améliorer votre productivité. Par exemple, quand je prends au niveau des techniques culturelles, il peut y avoir des écoles d'expérience où on expérimente peut-être telle culture. Il faut produire la tomate en faisant la semence 3 mois avant et c'est ça qui donne de grosses tomates. Là, on va essayer de le faire pour quand même réduire la concurrence sur le marché. Mais quand on va s'arrêter ou bien quand on va se limiter à ce qu'on sait faire déjà et penser qu'on a la meilleure technique, je pense qu'il y aura toujours ce problème. On ne pourra pas satisfaire les industriels, on ne pourra pas satisfaire la consommation, nos consommateurs, que ce soit au niveau local ou au niveau national, international. Donc, oui, et Assem Gaba, là, elle propose des champs d'expérimentation. Oui, des champs d'expérimentation, il y en a également au Bénin. En matière de maïs, je pense qu'au niveau de Sémin, il y a eu les Chinois qui ont eu des champs d'expérimentation là-bas. Quand on va à l'université, on va à Dassa, il y a également l'université de Dassa, je pense, qui... il y a même eu Amel de Chicago qui a réalisé même un documentaire là-dessus. Il y a l'INRAB également qui met en place des documents qui ont des tests psycho... je pense, en tout cas, il y a des itinéraires, des itinéraires techniques définis déjà pour produire, par exemple, l'oignon, le maïs, la tomate et tout. Donc, et ces documents-là prennent en compte les réalités de chaque région, que ce soit du sud, du sol, que ce soit les sols du sud ne sont pas les mêmes que les sols du septentrion du Bénin, par exemple. Clair. Et donc, du coup, on prend en compte, bien sûr, tous ces paramètres-là pour pouvoir mettre en place ces itinéraires techniques pour permettre aux producteurs agricoles de pouvoir le faire. Et ce qui est bien et ingénieux dans cela, c'est que ces tests-là ont été traduits en différentes langues. Marcel Betoro, vous aimez souvent parler de politique agricole. Je crois que si on résume les propos de Assem, ça se résume aussi à la politique agricole. Justement, il faut que le régulateur peut-être joue son rôle. Je veux le notifier, c'est qu'au niveau de cette politique, il faut faire peut-être 75% de pratique contre 25% de théorie. C'est vrai, Assem l'a dit, il y a des tests, il y a des résultats de recherche, tout ça inscrit dans les documents. Mais sur le terrain, il faut réellement aller montrer aux producteurs ce qu'on dit. Parce que c'est comme, vous avez peut-être à l'école que écrit sur le conducteur, c'est de telle manière, mais sur le terrain, c'est autre chose. Donc, les écoles d'expérience ou bien d'expérimentation dont on parle, c'est d'aller concrètement avec ces producteurs-là, leur montrer ce qu'on dit et peut-être au bout des résultats, eux-mêmes, ils vont faire leur choix. Ils vont tirer leur propre conclusion. Voilà. D'accord. Assem Gaba, vous avez 30 secondes pour conclure. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'avec l'amélioration du système, on peut parler d'un problème de formation des producteurs agricoles? Oui, il a dit, celui qui a intervenu dans l'élément qu'on a suivi tout à l'heure a bien notifié cela et a insisté qu'on renforce la capacité, bien sûr, de nos producteurs agricoles. Ça, c'est tout à fait normal. Il faut qu'ils aillent également découvrir ailleurs ce qui se fait et ce qui se faisait déjà au Bénin pour permettre aux Béninois, parce qu'il faut qu'on reparte à ces anciennes techniques et qu'on adapte cela maintenant à nos réalités actuelles.
Merci, Machel Guattaro. Vous avez 30 secondes. Oui, moi, tout ce que je dois dire, c'est que le diagnostic est fait. Il faut renforcer les capacités au niveau des producteurs agricoles. Maintenant, comment y arriver et comment réellement expérimenter les nouvelles techniques? C'est peut-être là la question. Et moi, je vais donner rendez-vous peut-être demain avec un autre invité sur ce plateau pour décortiquer un peu plus le sujet et voir quelles pistes. Machel Guattaro, on a hâte d'y être et on a hâte de recevoir votre expert pour qu'il puisse nous dire un peu ici comment est-ce qu'on peut améliorer justement la qualité de ce que nos producteurs nous proposent d'avoir sur le marché. Est-ce qu'il faut améliorer les techniques culturelles? Autant de questions qu'on aura abordées avec l'invité demain si tout va bien. En attendant, vous le savez, l'heure du journal est sacrée. Nous allons donc retrouver Nadé Sani dans la rédaction de BB24. Bonsoir à toutes et à tous, voici les grandes lignes de cette édition. Les dépenses du foyer ne sont plus entièrement à la charge des hommes. Les femmes autonomes économiquement y participent également. Quels avantages la société peut-elle tirer de l'autonomisation des femmes? On en parle dans un instant. La transformation agricole est un secteur sur lequel le Bénin peut s'appuyer pour son développement. Seulement à ce jour, très peu d'usines existent. Comment redynamiser ce secteur? Un spécialiste nous en parle. L'ouvrage Quelques clés d'IFA de l'auteur Gracien Aromenou sera présenté au public le 6 avril prochain. L'auteur met en valeur dans son recueil les savoirs endogènes et invite tous les Africains à valoriser leur culture. Les femmes s'émancipent de plus en plus et contribuent au développement socio-économique de leur pays. Mais au-delà du pays, l'autonomisation de la femme participe au bien-être de la famille. Une femme autonome économiquement investie dans son foyer contribue à la réduction de la pauvreté. Dans le reportage qui va suivre, Edwige Agosso et Gloria Oni nous parlent des avantages que présente l'autonomisation économique des femmes. La femme qui ne travaille pas, qui attend à ce que leur mari dépense tout dans la chambre, je vois que cette femme-là ne veut pas que leur mari évolue dans le foyer. Cette époque où la femme attend tout de son mari est révolue. La femme tient désormais à son autonomisation. Elle ne veut plus être dépendante. Une femme doit être autonome. Si elle se veut émanciper, elle doit d'abord penser à son autonomisation. Tout part de là. Tu ne peux pas vouloir qu'une personne fasse ton émancipation sans toi-même ta participation. Tu ne peux pas penser être dépendante des autres et chanter toujours émancipation. Tu ne peux pas vouloir être un oiseau dans une cage où la mère va chercher de la nourriture venue donner et penser être émancipée. Conscientes que leur participation au fonctionnement du foyer est importante, les femmes de plus en plus prônent leur implication dans la gestion financière du ménage. La femme ne doit pas dépendre de son mari à chaque moment, à chaque instant, parce que ça peut arriver que le mari échoue des fois, ou soit ait des faillites au boulot, tout ça là. Donc, si la femme était en train de faire quelque chose, elle peut aider son mari à faire, les petites gestions de la maison. Il est normal que dans un foyer, chacun puisse avoir un petit truc, un petit job ou emploi, je ne sais, qui lui permet de participer au budget familial. Il peut arriver des moments où l'homme sera en pénurie. Il n'aura pas d'argent. Il sera peut-être impayé. Et dans ce cas, la femme est appelée aussi à soutenir son mari. Il faudrait que ça soit un partenariat de gagnant-gagnant, quoi. Quand tu es avec ta femme, tout ce qui est comme dépense dans la chambre, elle va contribuer une partie, toi aussi le mari, tu vas contribuer une partie. L'autonomisation de la femme est donc une condition essentielle. Mieux, un facteur de progrès socio-économique. Être femme, c'est être autonome. Être émancipée, c'est aussi être autonome, être brave, travailleuse. Autonome dans son travail, autonome psychologiquement, autonome intellectuellement.
Elle a besoin de grandir, de se débattre du lot et être vraiment femme. Il ne suffit pas de dire je suis femme, mais c'est être femme. Selon une étude publiée en septembre 2018 par le site Women Entrepreneurship in Africa, 24% des femmes ont déjà créé une entreprise. Une saine émulation pour promouvoir l'autonomisation économique de la femme et son rôle dans la lutte contre la pauvreté en Afrique. Depuis 1960, le Bénin dispose de certaines usines de transformation des produits agroalimentaires, mais elles peinent à fonctionner normalement. La mauvaise gestion en est la cause. Pourtant, la transformation des produits agroalimentaires pourrait être le socle du développement de notre pays. Boniface Ayenan, ingénieur agronome, nous donne plus de détails dans cette interview réalisée par Edwige Agosso et Gloria Oni. Une unité de production, c'est une entité qui a 3 types de compartiments, à savoir un compartiment où il faut faire entrer des intrants. Un deuxième type de compartiment, c'est le compartiment qui fait le processus de transformation. Et un troisième type de compartiment, c'est là où on recueille le produit fini, qui peut être un bien ou un produit fini. Au fait, le Bénin dispose d'assez d'usines, mais qui n'ont pas été bien organisés pour pouvoir atteindre les objectifs attendus. Nous avons assez d'usines. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, il y en a eu beaucoup, mais beaucoup ont été fermés à cause d'une mauvaise gestion. L'État doit intervenir sur un certain nombre de piliers. Premier pilier, c'est de sécuriser le foncier pour les promoteurs d'usines. Deuxième, c'est d'alléger le régime fiscal. Troisièmement, c'est d'accompagner ces promoteurs pour assurer la qualité de leurs produits finis pour être compétitifs sur le marché. Parce que l'entité du transport a fait tout ce qui est de réglementaire par rapport à assurer la qualité de ce produit. Maintenant, il y a le post-usine que le commerçant ou bien le détaillant doit assurer, à savoir tout ce qui règle le problème de stockage de ce produit. Et ce stockage doit assurer dans des conditions d'infrastructure très performantes. Mettre en valeur les savoirs endogènes afin de révéler nos us et coutumes, c'est ce à quoi s'attelle depuis une dizaine d'années l'auteur Gratien Arouameno. À travers son essai intitulé « Quelques clés d'IFA », il invite les uns et les autres à valoriser la culture africaine. Ce corpus de 114 pages sera officiellement lancé le 6 avril prochain à Porto Novo. En attendant, découvrons le contenu de cet ouvrage dans ce reportage de Calvado Awano et Lazare Mikan. IFA en Yoruba, AFA en Mina et FA en Fon, une science pluridisciplinaire, humaine et sociale. L'auteur Gratien Arouameno, à travers cet essai intitulé « Quelques clés d'IFA » de 114 pages structurées en 4 chapitres, nous amène à découvrir ce concept. Le système IFA, c'est quoi? Tenant d'une écriture hexadécimale binaire, codifiant une sagesse prévenante et salutaire qui porte ou véhicule une éthique de compassion solidaire, le système IFA est une véritable science millénaire, un outil de développement humain et communautaire qui guide l'homme pour accomplir sa mission sur Terre. Selon l'auteur, ce patrimoine immatériel, culturel de l'humanité est un système divinatoire basé sur 16 lettres qui se combinent entre elles pour donner 16 signes, qui eux-mêmes se forment pour donner 256 signes, dont 240 dérivés. Gratien Arouameno indique que chacun d'eux comporte 3 langages chronologiques, un aphorisme, une fable et une chanson. Fort de son efficacité, certaines personnes font recours à IFA pour résoudre les problèmes de la vie de tous les jours ou s'orienter face aux rendez-vous cruciaux de la destinée. On consulte le FA pour résoudre des problèmes de la vie quotidienne. On va consulter le FA
chaque fois qu'il y a un événement important dans sa vie. Nous ne devons pas avoir honte d'IFA. IFA, c'est nous. Il est temps de nous recentrer sur nous-mêmes et de valoriser ce que nous avons en propre et non d'aller nous perdre, dissoudre dans la culture des autres. Ce qui est très important dans le livre, c'est qu'il montre, il fait une approche scientifique du FA et une approche sapientielle. IFA, c'est la sagesse. La littérature d'IFA nous donne des conseils, nous aide à vivre. Quelques clés d'IFA, sagesse existentielle du Golfe du Bénin, vient élargir l'éventail de l'engagement multiforme de cet auteur dans la valorisation des savoirs endogènes depuis une dizaine d'années. Le FA rythme la vie des populations qui le pratiquent. Au Cameroun, des patients sont retenus dans les hôpitaux publics pour défaut de paiement total de leurs factures d'hospitalisation et de soins. Le ministre de la Santé informé proscrit la séquestration des patients indigents dans les hôpitaux publics. Cette situation soulève la question du financement du système de santé qui est un enjeu dans la plupart des pays, y compris les pays développés. Laurence Okalia. Le prix de la santé rend souvent malade les poches des patients. Dans les hôpitaux publics comme privés, le type de paiement le plus récurrent étant l'autofinancement, c'est 3 cas sur 4 qui rentrent dans les normes. Les autres criant de douleurs financières consultent l'indulgence des blouses blanches. Le personnel d'ici contribue dans ces caisses et aussi les églises contribuent dans ces caisses pour le paiement de malades qui n'arrivent même pas à payer leur traitement ici. Ce paiement doit passer par les personnels sociaux qui vont bien étudier les cas individuellement. Ceux qui tournent le dos à ces désargentés les poussent sous la pluie de médicaments exposés dans la rue. À l'abri par contre, il y a les assurances, autre type de paiement. C'est le parapluie financier des personnels de certaines entreprises. Par exemple, une entreprise de la place débourse cette année 270 millions de francs CFA de couverture santé pour son personnel. Nous avons 2 types de prise en charge. Il y a le cas de remboursement, c'est-à-dire le client, n'est-ce pas, il expose ses frais, il va à l'hôpital, il paye ses frais d'hospitalisation, de consultation, il se fait rembourser par l'assureur. Il y a une autre option qui est le cas de prise en charge, c'est-à-dire le client va à l'hôpital, on lui prescrit des examens, il prend la proforma, il vient chez nous et nous lui délivrons le bon de prise en charge. Néanmoins, il arrive également que certaines assurances n'assurent pas leur solvabilité. Les assurances qu'on a eues avant ne payaient pas tous les frais de médicaux de ces malades. Donc, pour le moment, nous acceptons que le malade paie d'abord leurs frais médicaux avant d'écrire et eux-mêmes ils vont chez les assurances pour retirer leurs frais. Quel qu'en soit donc le mode de paiement, la douloureuse travaille toujours les nerfs des patients et même des hôpitaux. Au Kenya, la progression moyenne du revenu net par action des banques cotées aura été de 13,8% en 2018, soit une baisse de 1% par rapport à 2017. D'un point de vue financier, le secteur semble être redevenu rentable après la difficile année 2017 qui était celle de l'adoption pleine de la limitation des taux d'intérêt. Sur 11 banques, une seule a connu un recul de son bénéfice net par action. Dans le détail des chiffres, on note qu'il y a eu une baisse globale du résultat d'exploitation dans le secteur. Plusieurs banques et experts attribuent cette baisse au maintien de la limitation des taux d'intérêt, la baisse par la Banque centrale de son taux directeur qui sert de base de calcul pour les taux appliqués sur les prêts et une baisse des rendements sur les titres publics du fait de leur forte demande.
C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain. Merci à vous, Nadia Sani. Le grand rendez-vous se poursuit et nous passons à présent à la revue du web ActuWeb. Adonis Bon nous a déjà rejoint sur ce plateau. Adonis, bonsoir. Bonsoir, Liane. Comment vous allez? Très bien. Vous avez 3 informations pour nous ce soir et c'est donc possible dorénavant de programmer l'envoi de mails avec Gmail. Eh bien, ce 1er avril, Google a annoncé que son application Gmail, avec son application Gmail, il serait possible d'envoyer des mails de façon planifiée. Qui n'a pas rêvé d'envoyer son mini-mail dans 1 heure, 3 jours ou 1 an plus tard? Ce n'est pas un poisson d'avril. Pour ceux qui ont entendu 1er avril, non, ce n'est pas un poisson d'avril. Google est en train de déployer une nouvelle fonctionnalité qui permettra d'envoyer l'envoi d'un email à 1 heure ou même une date ultérieure, comme je l'ai dit. La programmation sera bientôt disponible aussi bien sur la version web desktop que sur les applications Android et iOS. La planification d'envoi des mails s'intègre directement au bouton d'envoi sur la version web, mais sur mobile, le bouton est beaucoup plus dans les options de messages en cours de rédaction. D'accord. Voilà. Comment est-ce que la nouvelle a été accueillie? Mais bon, on n'a pas encore de commentaires. On n'a pas encore. Vous savez que quand c'est possible de prévoir à l'avance un mail, de pouvoir planifier une tâche, mais c'est très facile. C'est avantageux pour la personne. C'est sûr, hein, surtout dans l'organisation de l'agenda, on gagne en temps. On gagne en temps, oui. Et on anticipe surtout. Alors, on dit bye-bye à Google+. Mais, en attendant, cette nouvelle fonctionnalité apparaît 15 ans jour pour jour après la naissance de Gmail. Oui. Donc, ça n'a pas été fait au hasard. En un jour? Ça n'a pas été fait au hasard. D'accord. Oui. Pendant que Gmail fait intervenir une nouvelle fonctionnalité, Google ferme un de ses services. Son réseau social Google+ a fermé ses portes ce 1er avril. Un s'en va et l'autre vient. En lançant Google+, les développeurs de la firme avaient placé la barre très haute. Mais ils ambitionnaient de devenir le réseau social de référence. Parce que si on imagine, avec Google seul, vous avez son navigateur Chrome, ensuite vous avez le moteur de recherche Google et Google+. Vous voyez déjà, c'était ça qu'ils visaient. Mais malheureusement, la sauce n'a pas prise. Et Google, en 2018, a annoncé certains chiffres, tels que 90% des sessions sur Google+ duraient moins de 5 secondes. Vous voyez un peu. Donc, quand il n'a pas pu atteindre certains chiffres, et sur les sites web et autres, c'est l'audience, là, ils ont préféré fermer. Le nombre de personnes intéressées par l'offre et le service proposé. Voilà. C'était en octobre 2018. C'était en octobre 2018 que nous avait annoncé qu'à partir du 1er avril, le service Google+ n'allait plus fonctionner. Cette fermeture intervient après qu'une faille de sécurité a été détectée sur la plateforme et qui avait touché en temps 500 000 comptes. Ouais, un peu. D'accord. Ouais, c'est ça. C'est vrai que quand on parle de problèmes de sécurité, de confidentialité et tout, on a de moins en moins de personnes intéressées par le service. Ça, c'est normal, mais il faut d'abord toujours se mettre à l'esprit, plus vous mettez vos données quelque part, il n'y a jamais le risque zéro. D'accord. C'est comme si vous acceptez les perdre un peu. Le clavier Bepo pour donner des caractères accentués, il s'agit de quoi? Eh bien, plus de 3 ans après le début de sa réflexion, l'Agence française de normalisation a présenté les versions finales du clavier. Comme on le voit, il y a le clavier AZERTY amélioré et Bepo. Cette norme n'est pas obligatoire et pourrait être adoptée par les constructeurs. Sans changer l'ordre des lettres sur le clavier AZERTY, le clavier accentué maintenant, mais déjà sur le clavier là, il y a les accents. D'accord. Vous voyez un peu. Accent aigu, par exemple. Accent aigu et accent grave, voilà. accent circonflexe. Voilà. Donc, il ressemble, le clavier AZERTY amélioré, il ressemble beaucoup plus au clavier AZERTY de Mac qu'au AZERTY de Windows. Vous voyez un peu. Or que le clavier Bepo, directement, vous avez les caractères accentués directement là, à la place des AZERTY et autres. Mais c'est clair qu'à la longue, on va les adopter. Oui, on gagne en temps, parce qu'avant, il faut rechercher l'accent pour pouvoir le placer sur la lettre. Mais il y aura un souci, parce qu'avec les nouveaux mots qui ont été introduits dans le dictionnaire, il y a parfois certains accents qui disparaissent. D'accord. On se demande si c'était le moment de faire la réforme, c'est ça? C'est un choix que les conducteurs vont prendre, mais il y a toujours une question. Est-ce que le clavier AZERTY va disparaître? C'est plus compliqué que ça. Une norme n'est pas obligatoire et ne peut être adoptée que si les constructeurs le souhaitent.
par défaut ou en option ou pas du tout. Chaque marque va décider du sort de ce qu'elle veut faire. Donc on peut imaginer le AZT améliore et le Bepo améliore aussi bien les claviers virtuels sur iOS et Android. Parce que pour mettre une extension d'aigu sur nos claviers de smartphone Android, vous voyez un peu que c'est la croix à la bannière. Parfois, il faut aller forcément dans symbole ou bien faire un appui long sur les touches. Et nous, on va devoir faire beaucoup de mises à jour pour pouvoir l'avoir. C'est sûr. Donc, j'attends que vous, c'est sûr qu'avec ce que vous dites, vous voulez directement aller placer au clavier Bepo. Je veux bien le clavier Bepo. Je gagne en temps. Je ne suis plus obligé d'aller chercher l'accent circonflexe et tout. Moi qui aime bien la promotion des valeurs locales, je préfère beaucoup plus un clavier de langue locale chez nous. En attendant qu'on ait notre propre clavier de langue locale, on va peut-être se contenter du clavier Bepo. Merci à Adonis Borou, merci d'avoir été avec nous. Ce sera donc tout pour ActuWeb ce soir. Mais avant de vous quitter, on fait ensemble le rappel de la météo de demain. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour ce numéro du Grand Rendez-vous. Retrouvez donc Assioum Gaba pour l'émission de demain. Moi, je vous laisse avec la citation de ce soir qui dit ceci: le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne le transforme pas en crocodile. Le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne le transforme pas en crocodile. C'est une citation tirée du livre Sous l'orage de Seydou Badian. Merci encore pour votre attention. À la prochaine.